J'accueille notre second grand témoin pour cette 11e édition de l'Assemblée Générale de l'UFS, c'est Dominique Régnier. Bonjour Dominique Régnier. Bonsoir Fabrice Lundy. Dominique Régnier, politologue, je le disais, directeur général de Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, professeur à Sciences Po. Première question, comment dans le contexte politique, donc économique, social actuel, qu'on connaît bien sûr, redonner de la valeur au projet européen? Alors je crois que, je dirais au-delà de la crise sanitaire, antérieurement à elle, il y a en Europe, chez les Européens, une sorte de doute existentiel. On a du mal à saisir les points d'appui, les points de prise. Et donc, une façon de redonner sens, ça fait un peu Yaka Faucon, mais quand même, je réponds à votre question. Une façon de redonner sens, et qui est à mon avis indispensable au projet européen, c'est de réaffirmer que l'Europe est porteur d'un projet de puissance. Il faut que l'Europe porte un projet de puissance. Un projet de soft power, un projet moralisateur, un projet bienveillant. Ça ne suffira pas avec des ambitions qu'on voit à l'œuvre tous les jours, qui certaines sont préoccupantes ou agressives. Il nous faut, nous Européens, renouer avec le projet de puissance. Et si l'Union européenne arrive à projeter sa puissance, manifester auprès des Européens qu'elle est prête à saisir les opportunités, qu'elle est prête à les protéger aussi de ce monde, alors je pense qu'elle retissera ce lien en signant ce nouveau contrat avec les Européens. Quel geste elle doit montrer justement pour affirmer cette puissance? La question ô combien cruciale, je pense qu'elle a une place centrale. On doit être un continent en puissance, on l'a été, il faut le redevenir. Ça suppose une souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire, moi je crois que nous l'avons. Enfin, on peut toujours la préserver et s'efforcer de la développer. Mais enfin, on est quand même les mieux placés au monde. Une souveraineté alimentaire, parce qu'on ne nous pardonnerait pas en Europe d'être victime de ce qui nous est arrivé dans le domaine sanitaire. Quand on exporte dans le monde, nous les Français, des produits agricoles, eh bien, on offre à l'Afrique, au monde méditerranéen, au monde entier, des produits qui ne sont pas américains, qui ne sont pas russes, qui ne sont pas chinois. On offre un plus grand choix. C'est une façon d'aider le monde à vivre dans un univers plus pluraliste, plus libre, moins tyrannisé par quelques monopoles. Un plus grand choix et peut-être davantage de qualité. La stratégie Farm to Fork, dont on parle beaucoup depuis maintenant 14 heures ici à l'UFS, c'est un élément de relance quelque part de l'Europe? Alors moi, j'ai un jugement ambivalent là-dessus. C'est-à-dire que c'est un élément de relance, oui, parce que c'est un sujet crucial, mais je me dis, attention, il faut que ce soit lié à la souveraineté et à la puissance. On ne peut pas simplement, pour un consommateur urbain, soucieux de manger sain. C'est ce que nous faisons, mais on arrive à des niveaux aujourd'hui de préoccupation qui sont déraisonnables. On ne va pas se désarmer face au monde pour faire des progrès mais qui seraient millimétrés, alors que nous avons, dans les années qui ont précédé, accompli des kilomètres de progrès. Nous sommes les plus capables de produire de la manière la plus compatible avec l'environnement des productions de grande qualité qui devraient faire notre prospérité. Et on a atteint ce point. Donc maintenant, il faut que ce projet Farm to Fork soit un projet. Moi, je ne voudrais pas que ce soit un projet, comme on dit, bobo, si vous voulez. Oui, je comprends bien. C'est de la puissance. Poussé un peu par les événements, notamment les élections, etc. Des gouvernants et des élites politiques qui sont tétanisés à l'idée de froisser des mouvements activistes qui sont microscopiques, qui font beaucoup de bruit. On va y revenir. C'est un grand sujet, ça. Dominique Régnier, une fois qu'on a posé votre préalable, en effet, souveraineté, puissance, voilà, très bien. Comment on emmène tout le monde, les 27? Les 27, c'est hyper hétérogène, justement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est hétérogène. Quel récit on leur fait? C'est hétérogène, et vous avez raison, et tous n'ont pas ce rapport que nous avons, nous, à l'agriculture, ce rapport historique, culturel, économique, scientifique profond. Alors, je crois que la crise actuelle peut nous aider à cela, parce qu'il faudra bien méditer ce qui nous est arrivé, en tirer de grandes leçons, et j'espère que nous le ferons. Je crois qu'on peut les alerter, et quelque chose se passe en Europe aujourd'hui qui est une bonne nouvelle. Les prises de conscience, même quand elles viennent d'une situation dramatique, sont malgré tout des progrès. Les Européens viennent de faire l'expérience de leur très grande fragilité.
c'est le Covid, c'est des États-Unis dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir, on ne le sait pas d'ailleurs encore à cette heure, c'est des pays qui sont des pays amis, mais avec lesquels on a des relations épouvantables en ce moment. Je pense à la Turquie, qui est un grand pays, et malheureusement, ça ne se passe pas bien avec eux en ce moment. C'est le monde méditerranéen, qui est notre monde à nous. C'est le continent africain, qui est un continent avec lequel nous avons des liens extrêmement profonds et très, très puissants. Eh bien, il faut dire aux Européens, nous devons aujourd'hui assurer notre indépendance, assurer celle de vos peuples, à vous gouvernants. Vous êtes Autrichiens, vous êtes Hongrois, vous êtes Suédois, etc. Vous avez vos peuples à nourrir, à sécuriser, à alimenter s'il y a une crise planétaire, de quelque ordre qu'elle soit, sanitaire, politique, géopolitique, et donc, ou économique. Et donc, il faut amener les Européens, alors c'est facile à dire, moins à faire, mais il faut amener les Européens à ce constat, à mon avis, essentiel, qui est que nous sommes dans un monde beaucoup moins sûr qu'autrefois, et il est clair que maintenant, ce qui nous a été indiqué par les événements que j'ai cités, c'est que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et donc, compter sur nous-mêmes, ça veut dire inévitablement compter sur l'agriculture européenne, parce que si on ne nourrit pas un peuple, il n'y a plus rien. Je ne vais pas le développer, Fabrice Lundy, mais il faut rappeler que l'origine de la grande politique, de la belle politique, l'origine de la cité, l'origine qui fait qu'il y a des humains qui vivent ensemble, ordonnés, et qui ont des projets de civilisation, eh bien, c'est la sédentarisation, l'agriculture. C'est le fondement. Il n'y a pas de civilisation sans agriculture. Je prends juste un exemple de Dominique Régnier, l'Europe qui a renoncé à l'édition, par exemple, du génome. Est-ce qu'elle n'a pas fait fausse route quelque part? Alors, moi, Fabrice Lundy, pour moi, c'est un désastre. C'est un objet de mélancolie même, de tristesse. Nous sommes, et en particulier la France, nous sommes un pays de grande tradition dans le génie agronomique. Nous sommes un pays d'inventeurs. Ça a été dit, soit par une très très longue expérience sans âge de génies dont on n'a même pas retenu le nom, mais qui ont inventé sans que ce soit déposé ni reconnu, et puis des savants qui ont vraiment œuvré de façon très efficace avec des laboratoires très 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 connus. C'est fini tout ça aujourd'hui? Alors apparemment oui. On a même des chercheurs de l'INRA qui font des expérimentations au Royaume-Uni. Parce qu'en France, on ne peut plus avoir de plan OGM. Parce que vous avez des groupuscules qui ont décidé que ce n'était pas possible parce qu'ils ne le voulaient pas et qui vont arracher des plans. Donc ça, c'est quelque chose qui est désastreux. On se prive d'une de nos grandes ressources, la puissance de l'esprit. Nous avons cela. On a déjà cité Emmanuel Charpentier. Nous avons cela. Et on sait aujourd'hui... Moi, permettez-moi de citer la série, je le dis parce que c'est gratuit, la série que la fondation dont j'ai la charge Fondapol. A mis en ligne, on peut tous la consulter. Elle est dirigée par Catherine Regnault-Roger, qui est une grande spécialiste, je suis heureux de travailler avec elle, sur les biotechnologies en France, en Europe et dans le monde, où on montre tout ce à côté de quoi nous passons, tout ce que nous sommes en train de perdre. Et par exemple, sur l'édition du génome, 41% des brevets sont chinois, 41% sont américains, 9% européens. Mais Dominique Régnier, pourquoi on passe à côté de ça? Vous nous avez dit tout à l'heure, il y a une sorte de frilosité, une peur des dirigeants vis-à-vis des écologistes, vis-à-vis des bobos. Je prends un exemple, le principe de la Convention citoyenne. On a mis 150 citoyens qui sont absolument pas experts en aérien, en agriculture, etc. Et puis décider quelque part l'avenir de secteurs extrêmement innovants. Est-ce que c'est pas une erreur? Clairement. Alors, est-ce que ça fait du mal, ce principe de convention citoyenne? Ce qui fait problème, c'est l'usage qui en est fait. Parce que l'on prenne des personnes pour les informer, et puis les informer, bien sûr. Et avoir leurs sentiments. Oui. Et ensuite les présenter à un groupe, par exemple, d'élus, un groupe de parlementaires, une commission parlementaire, pour qu'il y ait des échanges, et aider à fabriquer la loi dans la discussion, c'est une bonne idée. Oui. Mais prendre des personnes qui sont compétentes en rien. Élues par personne, et leur dire, vous allez réfléchir, on va vous faire quelques exposés, et ensuite vos propositions auront quasiment force de projet de loi, ça c'est absolument déraisonnable. Et donc ces personnes sont, je pense, trompées, parce qu'on leur dit qu'elles vont avoir une influence que, en tout cas on peut espérer, elles n'auront pas. Et puis on passe à côté des personnes qui sont élues, qui ne sont pas là par hasard. Des élus qui sont autour d'experts. Et qui représentent les citoyens. Bien sûr. Donc voilà, c'est une affaire qui me paraît, moi, très discutable, non pas dans le principe, mais dans l'usage qui en a été fait. Juste encore une dernière question, puisque vous avez une vision aussi de l'opinion, bien sûr. Pourquoi, et je ne sais plus à qui on en parlait précédemment, pourquoi il y a autant de désamour, parfois du désamour vis-à-vis du monde agricole, le fameux agri-bashing, quelque part,
qui j'espère n'est pas généralisé, bien au contraire. Hein. Moi, je ne crois pas que ce soit général, non, mais c'est un grand sujet, vous avez raison d'en parler, Fabrice Lundy. Je fais court, hein, si j'ai bien compris, il faut... Non, mais allez-y. Non, mais parce que l'agribashing, si vous voulez, c'est Eddy Fougier, qui est un des auteurs de la Fondation pour l'innovation politique, a beaucoup travaillé là-dessus. Qui intervient aussi beaucoup à l'UFS, absolument, qui est un de mes amis et contributeurs à la Fondation. On en a beaucoup parlé, mais l'agribashing, si vous voulez, de mon point de vue en tout cas, c'est un phénomène très superficiel et très bruyant. Voilà, c'est ça. Et là, il ne faut pas se tromper là-dessus. Bah c'est-à-dire que les Français, encore aujourd'hui, les Français qui pour la plupart vivent en dehors des métropoles, les 41 villes de plus de 100 000 habitants en France, ça représente moins de 10% du corps électoral, je voudrais quand même le dire à ceux qui nous écoutent. Et à ce titre, il n'y a pas eu de marée verte au municipal. Pas du tout. Fin juin. J'ai parlé contrairement à ce qu'on a pu entendre. Voilà, j'ai parlé de tsunami dans un verre d'eau. La formule que j'ai utilisée, parce que vraiment, rien du tout. Hein, eh bien, on n'écoute pas les Français, on ne les prend même pas en considération. Et donc, on a surdimensionné, survalorisé cet agribashing. En réalité, il est le résultat d'une déformation problématique de notre système médiatique et politique, qui est que nous avons un accès disproportionné d'une culture métropolitaine, celle des villes. En plus, la France, c'est un pays, pas de métropole, mais les villes de plus de 100 000 habitants, c'est de là que viennent les journalistes, les universitaires, les commentateurs. Moi, je viens de Rodez, c'est pas ça, c'est plus petit. Voilà. Et du coup, on a une espèce de culture qui ignore de plus en plus cette réalité, et combien nous sommes redevables, pas simplement combien nous sommes redevables. On peut très bien aller au restaurant, se régaler, et puis en sortant, protester contre l'agriculture sans voir qu'on vient en réalité d'en profiter quelque part. Voilà. Donc ça, c'est clair, c'est fréquent, et c'est pas du tout exceptionnel. Donc c'est une culture désincarnée, détachée, qui est très particulière, très peu représentative, mais qui fait beaucoup de bruit, parce que ce sont les métiers de la communication, les métiers, on tient les tuyaux par où passent les messages, ce sont beaucoup aussi nos politiques. Et donc, il y a une grande bataille à mener. Moi, je voudrais le dire quand même, c'est une grande bataille à mener, notamment par les semenciers, mais tous leurs alliés. Il faut construire un réseau d'émetteurs, de braves émetteurs qui vont chacun à leur place. Moi, je le fais avec la Fondation, grâce aux travaux de Catherine Regnault-Roger que j'ai cité. Bien sûr, bien, on le fait, on essaye d'éclairer le public, de documenter et de donner à ce débat une allure beaucoup plus documentée, informée et rationnelle. Voilà, le Ruthénien de Ruthénois, on dit Ruthénois. Oh là là, un habitant de Rodez, un Ruthénois. C'était brillant, encore une fois, Dominique Régnier, président de Fondapol, donc ici, au cœur de l'Assemblée Générale de l'UFS.